Yorana, bonjour et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Cyclone, inondation, orage, vent violent, pluie torrentielle, que faire dans ce genre de cas? Revoyons ensemble les consignes et les règles de sécurité à prendre avec nos invités. Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile. Yolana. Philippe Fressinet, directeur de Météo France Polynésie française. Yolana. Veyana Fromont, gestionnaire sinistre chez Generali. Yorana. Et enfin, Victor Skelkens, citoyen concerné. Yolana. On commence avec Cédric. Avant de rentrer dans les détails des consignes de sécurité, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de la protection civile lors des intempéries? Alors, la direction de la protection civile est une direction qui est placée au sein du cabinet du haut-commissaire et qui a pour rôle d'assurer la gestion de crise quand on est confronté à une crise météorologique, par exemple, d'organiser le rassemblement de l'ensemble des services, de l'État, mais aussi du pays et parfois des collectivités pour gérer la crise et assurer la sécurité de la population. Comment est-ce que vous préparez justement que ce soit vos équipes, voire même la population, à faire face à ce genre de Alors, catastrophe? on se prépare d'abord avec les services, avec Météo France en particulier. On suit l'activité météorologique. On réalise aussi des exercices chaque année, un exercice notamment sur les cyclones, par exemple, pour se préparer à affronter une situation de ce type-là. On transmet aussi régulièrement des informations à la population pour qu'elle puisse se préparer, connaître les consignes de sécurité. Et puis on travaille aussi avec les autorités, les maires, les représentants du pays, les services de l'État, pour se préparer à ces situations. Et justement, tu nous as parlé de Météo France. Tournons-nous vers Philippe. En tant que directeur de Météo France, quel type de vigilance météorologique suivez-vous de près? Alors en fait, nous suivons 4 types de vigilance. Donc pour les risques principaux en Polynésie, qui consistent d'une part aux fortes précipitations, ensuite on a des vents forts, ensuite on a la vague submersion donc qui a remplacé la vigilance forte houle depuis la semaine dernière, et puis on a le risque orage aussi, qui est un risque à ne pas négliger. C'est quoi la différence entre une vigilance et une alerte? Alors les vigilances, en fait, c'est un système qui est du ressort de Météo France. Donc c'est une vigilance qu'on produit, c'est ce que vous voyez régulièrement sur nos sites et puis tous les soirs à la télé lors des bulletins, avec un système à 4 couleurs qui va du vert, jaune, orange jusqu'au rouge et qui permet d'avoir une gradation dans le risque sur chacun des risques dont j'ai parlé précédemment. Alors que l'alerte, c'est un système qui est un petit peu plus particulier et qui est destiné à tout ce qui est cyclone. Donc pendant la période de la saison chaude, on a ce système-là où on contribue en fait à ce système en donnant des prévisions. Et par contre, le niveau d'alerte est indiqué par les services du Haut-Commissariat. Donc, à ne pas confondre au niveau de la vigilance et de l'alerte. Quel est le délai de prévention des catastrophes naturelles? Est-ce que c'est de 6 mois, 2 semaines, 3 jours? Alors c'est très variable selon les phénomènes. Mais pour revenir à la vigilance, en fait, la vigilance, ça a une durée de 24 heures. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, à 5 heures du matin et à 15 heures, on produit des cartes de vigilance pour les 4 risques dont j'ai parlé auparavant. Mais on peut avoir, sur certains paramètres, quand même des informations à nettement plus longue échéance. Mais à ce moment-là, ça va être un risque plutôt vu d'un point de vue statistique. Par exemple, on sait que cette année, une année d'un fort El Niño, on savait qu'on avait des risques d'alerte cyclonique plus importants. Mais par contre, pour dire à quel moment exact le cyclone allait passer, ça on ne pouvait pas le dire. On pouvait juste dire statistiquement, on a plus de risques d'avoir de cyclones cette année, et c'est un peu ce qui s'est passé effectivement. Tournons-nous maintenant vers les assurances. Pardon. Veyana, comment est-ce que les assurances gèrent les sinistres liés aux catastrophes naturelles? Alors en sachant que bon, ici, les catastrophes naturelles ne sont pas, ont pas la même signification qu'en France, puisque c'est un terme assez spécifique pour les assureurs. Donc la catastrophe naturelle existe exclusivement en métropole. Ici, donc pour les événements climatiques, on va intervenir pour tout ce qui va vous arriver et tout ce que vous avez donc garanti au travers de votre contrat d'assurance. Donc on va pouvoir intervenir pour les dommages que vous avez subis à vos biens à partir du moment où effectivement ils sont portés à votre contrat. Donc, on ne parle pas de catastrophes naturelles, mais d'événements climatiques, c'est Tout à ça? fait. Et quel type d'événement climatique est assuré? Alors pratiquement, on va dire pratiquement tous, à partir du moment où ils ont été répertoriés par Météo France. Donc par exemple la force des vents, etc. Donc les coulées de boue, les inondations. Il faut vraiment que ce soit un événement climatique qui a été donc officiel, avec des bulletins spécifiques pour que nous après on puisse intervenir auprès de nos assurés.
Victor, tu n'as pas été une victime du mauvais temps, mais tu as aidé des proches. Est-ce que tu Oui. peux nous parler de ton expérience? Bah, là, c'était avec les alertes du vent fort, là, Mhm. de De début vigilance d'année? alerte. Voilà, c'est ça. D'accord, Euh, En fait, mon amie, elle avait un toit en bois traditionnel, d'accord. bon, qui date un peu. Donc, il y avait des fuites et il y avait le risque que ça s'envole, quoi, comme elle est assez bord de mer. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couvert pour éviter qu'il y ait des grosses fuites avec du polyane et lesté pour éviter que ça s'envole. Et Ouais. comment est-ce que tu as été au courant de ces petites astuces-là dont tu es en train de nous parler? Je suis déjà un peu débrouillard. C'est déjà pas Et mal. puis, Voilà, un point de vue. je me suis beaucoup renseigné sur les précautions à prendre dans la construction, notamment en Mhm, construction neuve, hein. Et puis, j'ai essayé de mettre ça en pratique sur déjà une construction existante. mhm. Et c'est ça qui m'a permis d'aider comme je pouvais, quoi, hein. C'est des petites astuces à prendre en compte. Cédric, c'est ce qu'il faut faire, se renseigner pour pouvoir être prêt. Oui, c'est se renseigner avant les catastrophes, ça c'est fondamental, c'est prévenir les catastrophes quand la saison arrive et qu'on annonce effectivement des phénomènes météo qui peuvent être dangereux, c'est prendre ses précautions. Alors, aller chercher les informations sur les sites des institutions de Météo France, mais aussi du Haut Commissariat. Il existe par exemple une plaquette sur le risque cyclonique qui précise en français, en tahitien, tout ce qu'il faut faire avant que le cyclone arrive, puisque c'est un risque sur lequel on a un délai de prévenance assez important. Et donc, il faut renforcer son habitation, il faut faire des réserves, il faut protéger tout ce qui se trouve dans le jardin pour éviter que les choses s'envolent et ne deviennent dangereuses. Et donc, en suivant ces conseils, en amont et avec anticipation, on peut se préparer. Et le jour où l'événement arrive, on est prêt, on peut se mettre en sécurité, on peut assurer la sécurité de ses biens, mais surtout de ses proches. Justement, est-ce qu'on peut faire un bilan de l'épisode dont tu as parlé, Victor? Oui, alors c'était un épisode qui était particulièrement marqué avec 3 dépressions tropicales qui ont frappé la Polynésie successivement. Et c'est un épisode qui, heureusement, n'a pas fait de victimes. C'était extrêmement important à dire. Il n'a pas fait de victimes parce que les consignes de sécurité ont été passées et parce que la population a respecté ces consignes de sécurité. Par ailleurs, il y a eu de nombreux dégâts dans certaines communes. Je pense à Maïna, notamment, qui a été très, très lourdement frappée. Donc, pas de victimes, mais de nombreux dégâts. Et derrière, c'est effectivement les assurances qui prennent les relais pour les collectivités, mais et aussi pour les citoyens. Il faut dire qu'on a eu des dégâts sur les axes de circulation, sur la livraison d'eau potable, sur les moyens de télécommunication, dans les écoles aussi qui sont restées fermées, puisqu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été impactées par les intempéries. Veyana, est-ce qu'on peut être assuré quand il y a des dégâts, hein, on vient d'en parler, est-ce qu'on peut être assuré s'il y a des dégâts chez soi, par exemple? Alors oui, effectivement, hein, après, il faut quand même faire le point. La plupart du temps, moi, j'invite chacun et chacune à faire le point avec son assureur pour s'assurer que les garanties qu'on a souscrites correspondent bien à l'état actuel de notre maison et de notre vie. Puisque souvent, on se retrouve face à des assurés qui, malheureusement, ont pris souvent, ont souscrit des contrats à la va-vite sans forcément bien regarder le détail. Et j'invite tout à chacun à faire le point avant ces grosses saisons de pluie pour justement être garanti réellement et qu'on nous, derrière, les régleurs de sinistres, on puisse intervenir et venir en aide à tous ces assurés. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Justement, Philippe, il y a parfois des alertes qui finalement aboutissent à une accalmie. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Oui, bien sûr, on prend toujours une marge de sécurité par rapport aux prévisions qui sont faites, parce qu'on sait que la prévision météo recèle quand même une part d'incertitude qui peut être plus ou moins importante selon les phénomènes. Mhm. Donc sur les vents violents, sur les fortes houles, les vagues submersions, on peut prévoir assez longtemps à l'avance avec une certaine précision. Sur des phénomènes beaucoup plus localisés comme les orages, qui sont beaucoup moins prévisibles, c'est assez compliqué effectivement. Donc on peut indiquer qu'il y a un risque d'orage. Par contre, le moment exact, le lieu exact, c'est beaucoup plus compliqué. Et parfois, on peut avoir l'impression finalement qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais peut-être que 2 ou 3 vallées à côté, il y a eu des fortes précipitations avec des orages et avec des inondations en sortie de bassins versants. Donc voilà, ça explique peut-être aussi parfois le ressenti sur ces types de phénomènes-là. Il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, mais il faut voir de manière globale. Mais notamment les orages, c'est vraiment assez compliqué à bien prévoir.
On va faire une petite piqûre de rappel pour nos téléspectateurs, mais juste avant, Victor, avant de rentrer dans les détails des règles de sécurité, toi, tu as eu des petites astuces. Est-ce que tu peux nous les partager? Bah, déjà, en cas de vent violent, il faut essayer de briser le vent. Mhm. Notamment, C'est-à-dire, comment tu fais pour briser le vent? bah, quand il y a des débords de toiture qui sont assez importants, par exemple, c'est mettre des matériaux qui vont laisser passer le vent, Mhm. mais qui vont quand même en dévier une bonne partie, et les lester pour pas que ça fasse voile et que ça fasse pire, quoi. D'accord. Essayer aussi de faire des systèmes de drainage en cas de forte pluie. Donc, Ok. ça consiste simplement à prévoir une petite rigole avec des cailloux. Bah, ça va permettre à l'eau de s'évacuer plus par là que plutôt de stagner et d'aller partout, quoi. Et les gouttières vides aussi, ça peut être une petite Oui, astuce, voilà, essayer de l'éviter. avec les moyens du bord, mais en tout cas, il faut essayer de canaliser en fait tous les éléments naturels pour éviter que ça endommage ce qu'on a, quoi. Cédric, Voilà. ce sont de bonnes astuces pour Oui, ce l'instant? sont de bonnes astuces. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on a affaire à une situation météorologique qui est très dégradée, ce qu'on recommande aux gens, c'est de ne pas sortir de chez eux. Donc, effectivement, la maison devient l'endroit où on doit rester sécurisé. On sait ici qu'il y a des maisons en dur qui peuvent résister à ces événements-là, à des forts vents, des fortes pluies, mais il y a beaucoup aussi de maisons qui sont un peu précaires et parfois qui sont susceptibles de voir les toits s'envoler. Donc, il faut les sécuriser avant les événements. Et puis, il faut prévoir un certain nombre de choses, se dire qu'on doit être capable de rester fermé dans son habitation pendant quelques jours Mhm. pour rester en sécurité. Prévoir un petit peu d'eau pour pouvoir boire, prévoir un petit peu de nourriture, prévoir d'avoir un téléphone portable pour donner l'alerte si on avait un événement, d'avoir une petite radio avec des piles pour pouvoir écouter les informations, écouter les consignes qui sont transmises par les autorités. Alors, je t'arrête vite fait, juste là. Pourquoi une radio à pile? Pourquoi pas une radio électrique? Alors, une radio à pile parce qu'elle fonctionnera en tout temps, en toutes circonstances. On peut avoir des coupures d'alimentation électrique D'accord. qui sont successives aux phénomènes météorologiques, par exemple des coups de vent qui font tomber les réseaux électriques. Donc, une petite radio à pile pour suivre les consignes. Et puis, si on a des enfants, c'est bien d'avoir quelques jeux, des choses pour les occuper, parce que le temps peut être relativement long. On reste dans son habitation, en sécurité, dans la pièce qui est la plus solide, la plus résistante. Et puis surtout, on n'en sort qu'à partir du moment où les autorités ont donné le feu vert, qu'on entendra à la radio évidemment. Et à ce moment-là, on peut sortir et on peut commencer à déblayer, se remettre en activité. Victor, est-ce que tu as d'autres équipements que tu aimerais rajouter peut-être? Bah, en fait, je voulais rajouter par-dessus ça, c'est effectivement la maison devient l'abri. Mais bon, s'il n'y a pas moyen d'effectuer des petits trucs qui vont protéger la maison, bah, il vaut mieux aller chez les amis ou la famille, un endroit plus en sécurité pour être sûr que on se fasse pas désintégrer, entre guillemets. Carrément désintégré. Pas désintégrer, mais ensevelir ou quoi, ça serait dommage, quoi. Donc, vaut mieux se mettre à l'abri chez les proches ou les amis ou la famille et puis attendre que ça passe, quoi. Philippe, dans ce genre de cas, la solidarité est importante. Bien sûr, mais oui, la solidarité est importante. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'autres choses qu'on peut mettre en place? Par exemple, Philippe, si on est à côté d'une rivière, on parlait de rigole tout à l'heure, mais si on est à côté d'une rivière, ça devient un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, effectivement, en cas d'orage, en cas de forte précipitation, quand on est à côté d'une rivière, on court le risque du niveau de la rivière qui va monter et d'être inondé et voilà, d'avoir de l'eau qui va rentrer dans la maison, etc. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut prévoir ça, donc faire des drainages, comme ça a été dit par exemple. Et puis, si vraiment le niveau est trop haut, il faut prévoir de se mettre à l'abri, même avant même que la rivière soit montée de manière importante. Et dans certaines communes, il est rappelé aussi, si on élague les arbres, par exemple, on ne jette pas les feuilles dans la rivière, justement. Alors, ça fait partie aussi Ouais. des manières de faire avant les événements, de ne pas tout mettre dans la rivière, parce qu'après, ça fait des phénomènes d'embâcle et on se retrouve avec une vague qui arrive, une très forte quantité d'eau qui va faire des dégâts importants. Oui. Ça Oui, fait obstruction. tu voulais réagir. Vas-y, Victor. Ça fait obstruction aussi à la rivière, effectivement. Bah, tout ce qu'on jette dedans, au final, on va le recevoir, quoi. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de se dire, oh, j'ai la flemme, je jette là. Et puis, dès qu'il y a une forte pluie, ça revient.
Tout à l'heure, on parlait avec Cédric d'une radio à pile, au cas où si l'électricité est coupée. Est-ce qu'on peut avoir un générateur? Est-ce que ça peut être utile? Alors oui, ça peut être utile, mais la difficulté du générateur, c'est qu'il faut être capable de l'alimenter, donc il faut avoir des réserves de carburant, et c'est pas toujours correct de stocker du carburant à son domicile. Mhm. Ça veut dire qu'on n'est aussi pas forcément en capacité d'alimenter toute l'installation électrique de son habitation. Et puis, il y a des règles de sécurité, hein. Les générateurs, il faut les utiliser à l'extérieur, parce que très souvent, on peut avoir des phénomènes aussi de pollution de l'atmosphère avec les générateurs électriques. Donc, c'est pas impossible, c'est pas la priorité. Il faut être capable de rester 24-48 heures en sécurité. On peut très bien le faire sans électricité. Il n'y a pas de difficulté. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'eau, c'est d'avoir de la nourriture pour rester un petit peu de lumière aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une petite lampe de poche, quelques bougies. Les bougies à utiliser avec beaucoup de précaution aussi. Mais voilà, il faut être capable de rester. Puis, je voulais rajouter, tout à l'heure, on parlait d'évacuer son habitation. Effectivement, c'est fondamental. Il faut savoir que ce sont les Tavana, les maires des communes, qui sont responsables de reloger les personnes qui ont des habitats qui sont un petit peu précaires ou qui ne sont pas assez solides pour assurer la sécurité des habitants. Et à ce moment-là, il y a des salles communes qui sont ouvertes sous la responsabilité de la commune pour accueillir toutes les personnes qui souhaitent se mettre en sécurité. Ça organise ce qu'on disait la sécurité, la solidarité, pardon. Et c'est toujours plus agréable de passer un moment un petit peu difficile sur le plan météorologique avec d'autres personnes, voilà, pour s'occuper, pour éviter de stresser et puis pour rester dans le calme. Et je fais quoi de mes affaires qui sont dans mon jardin? J'ai un trampoline et je sais qu'il y a un orage ou un vent violent qui arrive. Tout ce qui est dans le jardin, on peut parler aussi souvent des bateaux. Ici, beaucoup de gens ont des bateaux. Oui, il faut amarrer les bateaux, il faut redoubler les amarres, il faut sécuriser, sortir de l'eau les bateaux si on peut. Tout ce qui est dans le jardin et qui peut s'envoler doit être sécurisé, rangé. Sous les car-parcs, ça doit être amarré aussi pour éviter que ça ne s'envole. Et puis, on peut aussi sécuriser les affaires qu'on a dans l'habitation, c'est-à-dire les ordinateurs, les papiers importants, les papiers d'identité, les papiers liés à l'assurance. Il faut être capable de les mettre dans des caisses étanches, de fermer ces caisses. Et même si le toit s'envole, même si le toit s'écroule et qu'on a beaucoup d'eau dans l'habitation, on aura sécurisé le minimum qui nous permettra très rapidement de se faire indemniser ou de redémarrer une activité le plus rapidement possible. Alors, question un petit peu extrême, mais imaginons que je n'ai pas de garage chez moi et que j'ai ma voiture dans mon jardin. Qu'est-ce que je fais? Elle risque aussi de s'envoler, ma voiture? Alors, si la voiture est dans le jardin, elle n'est pas en proximité d'un cours d'eau, il est fort peu probable qu'elle s'envole, hein. Elle peut être noyée, il peut y avoir une montée des eaux, ou alors un arbre qui tombe sur une voiture. Donc, il faut la mettre en sécurité sur une zone qui est libre, pas sous les arbres, pas en bord de rivière. Et puis, mais c'est vrai avec tous les équipements qu'on peut avoir à son domicile. Vaiana, en reprenant cet exemple de voiture qui se fait écraser par un arbre ou qui se fait emporter par la rivière ou même qui s'envole, en prenant le cas extrême, est-ce que ma voiture est assurée? Ça va dépendre toujours du contrat qui a été souscrit et des garanties qui a été choisies par l'assuré. Donc, il est quand même important de faire le point là-dessus, toujours. Et évidemment, on a la possibilité d'intervenir une fois que le contrat a bien été monté. Nous, on essaye d'intervenir le plus rapidement sur ce type de phénomène puisqu'on sait que les personnes sont souvent démunies, puis il y a quand même la notion de stress. Donc, même si c'est que des biens, ça reste quand même important puisqu'il faut pouvoir faire dormir ses enfants, les vêtir et leur donner à manger. Donc, on essaie d'intervenir assez rapidement. Et d'ailleurs, ce qu'on fait sur certains phénomènes qui sont assez importants ou quand on a subi des dommages assez conséquents, on essaie de dépêcher un expert tout de suite sur place pour qu'il puisse répondre tout de suite à l'assuré et au moins faire les premières évaluations, même si après l'indemnisation peut prendre un petit peu de temps. Bon, cette question était un petit peu fantastique avec la voiture qui s'envole, mais parlons un peu plus sérieusement. J'ai laissé, on va prendre l'exemple du trampoline dans mon jardin et le trampoline s'envole dans ma maison et pète des vitres. Est-ce que ça remet en cause mon assurance parce que c'est moi qui ai été fautif, qui n'ai pas respecté les règles de sécurité? Alors bon, il y a quand même pas mal de choses sur l'hypothèse que tu viens d'avancer, sur le fait est que là, si on est dans le cadre d'un bris de glace, on va intervenir. Maintenant, si tu as d'autres dommages
qui sont issus d'un de tes biens qui t'a créé des propres dommages, ça va être compliqué pour ton contrat d'intervenir, que ce soit par vent ou autre. En revanche, si ton trampoline va sur la voiture du voisin ou la maison du voisin, bien sûr qu'on va intervenir. On peut pas t'opposer les règles de sécurité, hein, ton contrat. D'accord. Évidemment, nous, en fait, les précaux qui sont donnés, c'est vraiment pour limiter les dégâts. Mais à un moment donné, si tu as souscrit ton contrat, nous, on va respecter les termes du contrat et on va intervenir. On peut pas t'opposer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas respecter les précautions. Bien évidemment, hein. Après, c'est surtout pour éviter de mettre en danger les autres. D'accord. Après, les biens, c'est une chose, mais quand on demande de rentrer la plupart de ces matériaux de jardin qu'on peut avoir à l'extérieur, c'est surtout pour se prémunir de tous les dommages corporels qu'on pourrait causer aux autres. C'est surtout ça. C'est l'essentiel. Oui, c'est ça qui est essentiel. Philippe, comment est-ce qu'on fait pour se tenir au courant des alertes qui sont disponibles au grand public? Alors, en ce qui concerne les alertes et les vigilances, c'est très simple. On peut se connecter sur le site météo.pf et donc là, on a les informations sur la vigilance météo, les niveaux de vigilance sur les différents paramètres dans les différentes zones. Il y a 17 zones qui sont définies sur toute la Polynésie française. Ces informations-là sont reliées aussi sur le Facebook de Météo France. Donc, déjà, avec Météo France, il y a pas mal d'informations. Et après, il y a tous les médias qui rediffusent aussi ces informations sur la vigilance. Hein. Le soir, dans les bulletins télé, on a Météo, on a en premier l'information de sécurité sur la vigilance météo. Et ensuite, quand on est dans la phase des alertes cycloniques, là, on est dans une autre dimension. On est avec aussi la sécurité civile, le site du Haut-Commissariat, qui contribue à diffuser les informations des niveaux d'alerte, de mise en garde, de préalerte, d'alerte, etc. Cédric, comment est-ce que je dois faire si je suis dans une île éloignée ou sensible à ce genre de catastrophe naturelle? Très souvent, les gens dans les îles sont habitués aux événements météorologiques. Donc, il y a une forme de résilience qui est un peu plus importante que sur le territoire de Tahiti, par exemple. Mais il faut se rapprocher des autorités locales qui ont l'habitude. Les Tavana, les maires, les adjoints aux maires, les différentes populations qui sont sur ces îles sont habituées à vivre ces événements. Donc, on écoute les conseils de ces gens-là. Et puis, on anticipe dès qu'on arrive les lieux de regroupement, par exemple. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les salles dans lesquelles potentiellement je pourrais aller me mettre en sécurité, puisqu'elles existent aussi sur ces îles-là. Et en identifiant ces salles, eh bien, d'abord, on est un petit peu réconforté et on sait qu'en cas d'événement, voilà, je sais à quel endroit je dois aller, à quel endroit je peux mettre en sécurité ma famille pendant que je suis sur une île. Veyana, tout à l'heure, tu nous disais qu'il fallait faire attention à son contrat. Sur quel élément il faut faire attention, justement? Alors, c'est déjà, dans un premier temps, savoir si on a les garanties dommages qui vont permettre à la garantie événement climatique de pouvoir intervenir. Et ensuite, après, c'est le capital mobilier qui a été souscrit, hein, puisqu'il y a deux choses sur le contrat d'assurance habitation. Hein. Il y a les garanties et ensuite le montant qu'on a souhaité garantir en termes de biens mobiliers. Donc, c'est très important de faire le point là-dessus. Donc, effectivement, il ne faut peut-être pas attendre la dernière minute. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que si dans 2 semaines, il y a une dépression, je peux venir vous voir? Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, pour la simple raison, c'est que les assureurs, pendant la période vraiment de ces phénomènes climatiques qui est identifié depuis très longtemps, les assureurs stoppent ce type de souscription pour justement éviter les souscriptions tardives. Donc, c'est pour ça, là, on rentre dans une période d'accalmie. J'invite tout à chacun à faire vraiment le point, que ce soit sur l'assurance automobile et sur l'assurance habitation, pour que chacun, demain, s'il y a un souci, il puisse être indemnisé comme il faut. Est-ce que les assurés ont des droits, mais surtout des responsabilités? Tout à fait. Donc, dans le sens où quand ils vont faire une déclaration de sinistre et quand tout a disparu, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir évaluer les dommages qu'ils ont subis. Donc, il est important de pouvoir conserver dans une boîte donc hermétique, comme il le disait tout à l'heure, les papiers importants, les factures, par exemple, des matériels importants comme les télés, les ordinateurs, etc., pour que nous, on puisse justifier donc de l'existence que ces biens étaient bien en possession de l'assuré et qu'on puisse ensuite intervenir. Puisque bon, il faut savoir que lors d'inondations assez importantes, tout s'en va. En fonction de où est positionnée la maison, des fois, il n'y a plus rien. Donc, nous, l'assureur, quand on arrive derrière,
On essaye difficile de, voilà, c'est un peu compliqué pour l'expert de pouvoir dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y avait réellement dans cette maison. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment faire un point régulier. Et même, j'invite chacun à faire des points réguliers sur leur maison aussi, sur l'entretien des maisons, surtout celles qui sont aux abords, hein, des rivières ou des plages, puisque, bon, on a pu voir, hein, lors des derniers événements que beaucoup de constructions, ben, n'étaient pas entretenues. Hein, tout ce qui est toutes les petites constructions, les terrasses qui sont avancées au bord de la mer n'étaient pas forcément entretenues. Bon, ça, après, l'expert le voit. C'est bien dommage, puisque bon, après, ça s'effrite assez vite avec ces phénomènes assez importants. Donc, il faut surtout pas hésiter à prendre soin de sa maison aussi. On arrive déjà vers la fin de notre émission et pour terminer, on va faire une question. Victor, est-ce que tu penses que la population est prête? On n'est jamais prêt. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va nous tomber dessus aussi. Et puis, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est limiter les dégâts et puis s'en sortir au mieux, quoi, toujours. Après, bah, il y a les alertes météo, les précautions de sécurité et les assurances pour la suite, quoi. Mais sinon, on peut essayer que de se préparer et puis attendre que ça passe. Être conscient que ça peut arriver. Ouais. Cédric, une réaction? Tu penses que la population est prête? Jamais assez, je suis d'accord avec ce qui est dit. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut, il faut continuer à prendre connaissance des consignes en cas d'événement et être capable d'avoir des réflexes de sécurité. Et puis, c'est vrai que les populations sont toujours prêtes là où les risques sont présents souvent. Et c'est le cas, par exemple, des cyclones. Le dernier date de 2010, on est en 2024, ça fait 14 ans. Les gens oublient ce que c'est qu'un cyclone. Et donc, on perd l'habitude. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt rappeler les consignes, sensibiliser les populations, parce que on oublie. C'est naturel, hein, d'oublier, notamment les choses un petit peu difficiles. On a tendance à les oublier un petit peu plus rapidement que le reste. Donc, il faut sans arrêt rappeler, et votre émission est là aussi pour le faire, sans arrêt rappeler les bonnes consignes, les bons comportements à suivre. Et puis, rappeler que la solidarité, c'est aussi ce qui sauve la population, ce qui sauve les citoyens. Elle est très très forte en Polynésie, heureusement, ce qui fait qu'on a un peuple relativement résilient, et c'est notable, il faut le rappeler. Mais voilà, restons conscients que la Polynésie est exposée à de nombreux risques et qu'il est important de s'y préparer pour bien les vivre. On le dira jamais assez, la préparation et la sécurité. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. On va juste rappeler les différents sites où vous pouvez trouver des informations. Le site du Haut-Commissariat, polynésie-française.pref.gouv.fr et Météo France, c'est météo.pf tout simplement. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. En attendant, votre VA, votre journal en tahitien, tout de suite. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririra, trahuma, parheana.